Mag Sport à la une, le premier de l'année 2018. Nos meilleurs voeux de bonne et heureuse santé, beaucoup de paix, de réussite et bien sûr de réussite professionnelle forcément. Et surtout, merci de votre fidélité à ce magazine. Année de Coupe du Monde oblige, nous vous proposons dans ce magazine une nouvelle rubrique qui s'appelle Russie, nous y sommes déjà. Ainsi, nous partageons avec vous toute l'actualité autour de l'équipe nationale, de ses joueurs, avec des reportages inédits. Ce soir, donc à Khariala, nous serons sur les premiers pas du capitaine Cheikhou Kouyaté. Il lancera ainsi tous les lundis dans votre nouvelle rubrique Russie, nous y sommes déjà. Le football, c'est aussi la Ligue 1 qui a vécu sa 7e journée. Belle opération pour le Stade de Mbourg qui s'impose devant le Casa et prend la seconde place d'un championnat dominé par Génération Foot, une Ligue 1 où Djambar n'a pas encore gagné un match en cette saison 2017-2018. Finale de la Coupe de la Ligue amateur, c'était la grande mobilisation samedi à Mbourg, ville haute qui a vu d'ailleurs son équipe Cœur Madior sacrée aux dépens de Sofa FC. Pour commenter cette actualité football, un grand merci à nos deux invités, donc deux anciens internationaux, Amadou Ndoye Ndiaye, dit Zam, et Oumar Diallo, ancien gardien. Les buzz du web, les confessions de Emmanuel Eboué, l'ancien international ivoirien, vit des moments difficiles sur les plans financiers et familial. Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Merci, cher Tigane, bonsoir, bonne année. Bonsoir, mon Fatou, bonne année à tous nos téléspectateurs et bonsoir à nos invités. Bonsoir, Zamadou. Bonsoir, mon Fatou, bonsoir, cher Tigane. Bonsoir, Oumar. Bonsoir, mon Fatou, bonsoir, cher Tigane, et bonsoir, mon grand dame et tous les téléspectateurs très fermes. Merci, voilà, nous allons donc tout de suite vous plonger dans notre rubrique Russie, nous y sommes déjà, tous les lundis donc, comme je vous le disais dans le sommaire, focus sur toute l'actualité de la Coupe du Monde, Russie 2018. Et cher Tigane, nous allons démarrer par les récentes performances des Sénégalais, joueurs potentiellement sélectionnables, évidemment. On commence par l'Italie, un championnat qui n'a pratiquement pas connu d'arrêt durant donc les fêtes. Oui, avec Mbaïnian qui retrouve le sourire du côté du Torino, l'international sénégalais qui renoue avec ses sensations de buteur. Titularisé à la pointe de l'attaque, l'ancien Milanais a bénéficié d'une belle passe en profondeur pour tromper le gardien de Bologne. C'est son deuxième but de la saison et Torino qui s'impose dans ce match 3-0. Et puis surtout de superbes images. Alors Kalidou Koulibaly, puissance 4. Le défenseur des Lions, crédité dans très bon match, a ouvert le score pour le Napoli face à Vérone. Sur un corner, Kalidou place une tête imparable qui ne laisse aucune chance au gardien adverse pour son 4e but de la saison. Donc disons que ça va très bien pour lui. Tout à fait. Alors on va en France où on jouait donc ce week-end les 32e de finale de la Coupe de France. Et là aussi des Sénégalais ont fait trembler les filets. D'abord Ibrahim Magnan, après une adaptation difficile qui commence petit à petit à s'affirmer, déjà autour de 2 passes décisives lors de l'avant-dernière journée avant la trêve. L'attaquant du FC Metz s'est offert en doublé face à Dunkerque. Le premier un peu confus après un cafouillage dans la surface de réparation. Par contre, le deuxième but, l'ancien de Génération Foot servi par Nolan Roux bat le gardien adverse avec un geste plein de sang-froid. Et on va parler d'un autre Sénégalais, buteur cette fois-ci avec Dijon, Papi Djilobodji. C'est vrai qu'il n'est plus en sélection, mais qui sait... Peut-être qu'il peut revenir. Peut-être qu'il peut revenir, Papi Djilobodji, buteur malheureux, puisque sa réalisation suite à un corner n'a pas permis à Dijon de se qualifier. Dijon qui a été battu par Strasbourg de Kader Mangane, 3-2. On va en Outre-Manche avec là aussi des Lions qui ont brillé durant la période du Boxing Day. Nous sommes en Angleterre, évidemment. Oui, avec Sadio Mané qui vivait des moments difficiles avec quelques apparitions sur le banc de touche qui a fait grincer des dents. Mais l'attaquant, le métronome des Lions s'est illustré face à Burnley avec ce super but. Une frappe quand même qui montre que le joueur en avait un peu dans le ventre, en avait marre d'être sur le banc. Il a montré toute sa frustration sur cette frappe, très jolie. Et sur cette célébration aussi. Sadio Mané, donc ce qui peut-être qu'avec le départ de Coutinho,
va retrouver s'installer davantage, qui sait peut-être même avoir le numéro 10. Alors, voir Sadio Mané marquer, c'est courant, mais voir Idrissa Gana Gueye buteur, c'est un peu plus rare. Oui, Idrissa Gana Gueye. Ça veut dire que c'est un milieu défensif. Donc, Idrissa qui permet au Lion du Sénégal, et espérons que qu'ils ça va vont continuer. pouvoir continuer et surfer sur cette lancée. Alors, ceux qui ne sont pas en forme, ou en tout cas qui veulent avoir plus de temps de jeu, pensent déjà au mercato ou sont déjà concernés par le mercato. Lui, d'abord Saliou Ciss qui quitte Angers. Il avait très peu joué l'arrière gauche ancien de Djambar et de Valenciennes, qui retourne justement à Valenciennes en Ligue 2, prêté par Angers, et en espérant quand même qu'il va se refaire un peu de santé pour espérer avoir une place dans le groupe de 23 d'Aliou Cissé. Tout à fait. Alors Zamadou, cette émulation bien sûr autour de la Coupe du Monde, on voit d'ailleurs beaucoup de joueurs qui étaient plus ou moins absents de la tanière, qui disent ils sont prêts pour la Coupe du Monde, mais on a forcément un regard sur ceux qui ont fait ces qualifications. Bien sûr, on a un regard pour ceux qui ont fait la qualification, mais je suis tenté de dire aussi qu'il y a des joueurs qui sont toujours en activité, qui pensent aujourd'hui pouvoir revenir en équipe nationale. Je pense que quand même, ils sont un petit peu en retard sur le train, mais qui sait, parce qu'en football tout va vite, et jouer une Coupe du Monde, comme c'est quelque chose de très rare, chaque joueur sénégalais en activité a le droit de pouvoir en tout cas rêver un peu. Tout à fait. Alors dans Russie, nous y sommes déjà, nous apprenons... Oui. Crépin Diatta, voilà, Crépin qui s'est engagé avec le club belge du Football Club de Bruges pour un montant de... Non, pas pour une durée de 5 ans. 4 ans et demi. 4 ans et demi. Ouais, il s'est engagé au mois de janvier, donc 4 ans et demi. Crépin Diatta qui quitte la Norvège pour la Belgique. Crépin Diatta, rappelons-le, élu deuxième meilleur jeune joueur africain de l'année. Alors, on s'attendait peut-être à le voir en France. On parlait beaucoup de clubs en France. Bon, la Belgique, c'est un pot aussi naturel de progression. Bruges, dans une bonne dynamique, il faut qu'il joue, qu'il se montre très rapidement aussi. Ça va être un bon tremplin pour lui, parce que bon, le club de Bruges joue les premiers rôles. Ils sont leaders. S'il arrive à s'imposer, à jouer quelques matchs, je pense que lui aussi, il peut accrocher le wagon pour Russie 2018. Tout à fait. Alors, dans Russie, nous y sommes déjà. Nous apprenons également à mieux connaître les pas de nos joueurs, ceux-là qui, pour la plupart, ont grandement contribué à la qualification du Sénégal à cette Coupe du Monde et qui ont démarré ici, sous nos cieux. Il était une fois une série de reportages que nous vous proposons dans cette rubrique Coupe du Monde. À tout seigneur, tout honneur. Nous nous rendons aujourd'hui dans le quartier de Cheikhou Kouyaté. En 2002, il avait comme idole Henri Camara. 16 ans plus tard, il est devenu l'idole d'une nouvelle génération, étant le deuxième capitaine des Lions à qualifier le Sénégal à une Coupe du Monde avant de décrocher son premier contrat pro avec l'EFC Bruxelles. Cheikhou Kouyaté CK8 a d'abord parcouru les terrains sablonneux de Khariala. Il était une fois Cheikhou Kouyaté avec Mamadou Ndiaye et Khadim Cissé. Le petit gamin natif de Khariala, devenu capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Il en a parcouru du chemin Cheikhou Kouyaté. Encadré, formé ici dans ce quartier populaire de Dakar, Papis, comme on l'appelle, est naturellement l'idole des jeunes. Je suis venu Cheikh Kouyaté. Cheikh moom ñoo koy sant waaye moo ñuy defal lu nekk. ñoo xam ne Cheikh Kouyaté moom baax na ci ñu grand bu baax la moom. man nekk benn école de football la waaye bëgg naa doon Cheikh Kouyaté. moo bëgg a mel ni moom. Il n'est pas un enfant turbulent, nous disent ses proches. ba mu juddoo màgg dugal ko école toppatoo ay jàngam ak yooyu yëpp mais moo bëggal boppam football moo ko bëggal boppam. da nga jëlal sax suset wala dara mu dem marché samedi wala fenn jënd ay kawas def ko genre bal di ko tël di ko foowee bal daal moom kanam yëpp ballon la woon ak mbedd bi. franchement bettu ma parce que lépp fii la ma fekk bi muy football ay yéegoo ay yoon bi yooyu yëpp jaar na fa juboo donc loolu bettu ma parce que loolu la mës a bëgg passion am la discipline am. tey bu yeggee fii tam mën naa wax discipline am may na ko Cheikh boo ko gisee ay bañam ngay ñëkk seen. benn jour dañoo toog sama yaay jóge ba Pire te bu mu jógee ba Pire léegi ñu yóbbu ñu Kasoor marché Kasoor di ñu jëndal yére
waaw bu ñu jëndalee yére xam nga boobu noonu quoi xale la waaw mais moom kii la quoi mag la majeur la quoi léegi moom dina xalaat mais man bees bi daal yére bi bees bi daal laa si kontaanoon quoi dama kontaanoon nag si yére yi mais moom xolam fees na mu woo ma ba ma ñëw mu ne ma war nañ gën a góorgóorlu man du ma ne ko waaye góorgóorlu si lan ma ne xoolal sama yaay fu mu jógee ñëw ba fii jëndal ñu yére mais war nañ mën a gën a góorgóorlu quoi parce que lii nii moom day dagg. C'est ici, sur ce terrain sablonneux de Xaar Yàlla, que tout a commencé. Cheikhou Kouyaté est réputé pour son sérieux et son talent. Pourtant, à ses débuts, ses formateurs ne croyaient pas qu'il allait devenir un footballeur professionnel. Étant très jeune, moi j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à sa carrière de footballeur parce que c'était un garçon extrêmement chétif. Il était très petit de taille et de poids. Ça me posait problème, je me disais comment il allait faire pour devenir footballeur. Ce n'était pas un talent confirmé, c'est vrai qu'il y avait de la qualité quand on le regardait jouer, mais ce n'était pas un joueur confirmé. Né d'un père footballeur, Cheikhou est passé par toutes les étapes. Les navétanes avec le club du quartier, le championnat avec Yogo Football Club, se donnant les moyens pas à pas d'atteindre son but. Je rends hommage à Sandaou qui a été à l'origine de tout ça. Après l'école de football Djibi Ndiaye, Cheikhou s'est retrouvé à l'équipe cadette de Dial Diop. Donc il a commencé sa carrière véritable de footballeur au Dial Diop Sporting de Dakar. Il a fait une année là-bas pour venir maintenant à Yego continuer sa carrière. Le jeune homme décroche son premier contrat professionnel avec Bruxelles FC en 2007. 10 ans plus tard, le géant de Xaar Yàlla tient sous son escarcelle la deuxième qualification de l'histoire du Sénégal à une Coupe du Monde, signe annonciateur du destin. En 2002, Cheikhou avait comme idole Henri Camara. ñoom dañoo daw ba ay côté Saldia topp ñuy wax mu may Henri Camara ba ñu koy tooñee sax Henri Camara yu mel noonu li ko fal du ko folli mais bu fàttee li ko fal rek loolu moo koy folli te xamuñu si moom changement xamuñu si moom ñaari jikko xamuñu si moom ñaari xel wala ñaari xalaat na gën a góorgóorlu lépp lu mu def ci lu baax mu jàpp ne baaxagul. Voilà, merci à Mamadou Ndiaye et Khadim Cissé pour ce reportage sur Cheikhou Kouyaté. On va s'arrêter justement sur le capitaine des Lions avec donc ces chiffres et bien sûr interpeller dans quelques instants nos deux invités. Alors le palmarès de Cheikhou Kouyaté en club, c'est d'abord donc 4 fois champion de Belgique avec Anderlecht et bien sûr 2 fois vainqueur de la Supercoupe avec le club belge avec qui il a pas mal cheminé. Alors en sélection, sa première sélection remonte en 2012, c'était le 29 février lors du match Sénégal vs Afrique du Sud. C'était au lendemain de notre débâcle un peu à Bata en Guinée équatoriale. Son nombre de sélections 40 pour 2 buts marqués, il en a marqué un contre la Namibie. Les compétitions jouées déjà en sélection, les JO de Londres 2012, 2 Coupes d'Afrique en 2015-2017 et certainement Russie 2018. Alors Oumar Diallo, parlons un peu de notre capitaine. Quand vous le voyez jouer, comment vous appréciez un peu son impact au milieu de terrain? Moi, je pense que déjà, ce qu'on peut remarquer quand on voit Kouyaté comme ça, c'est un jeune qui est discipliné. On sent que c'est un jeune qui aime le football. Quand il est dans le terrain, tu vois qu'il donne tout ce qu'il a. Il est généreux dans ses efforts. Après, maintenant, chacun avec ses qualités, il joue par rapport à ses moyens. Et honnêtement, tu sens que c'est un capitaine qui montre à son équipe que c'est un gagnant. Et moi, ce que j'aime en plus de Kouyaté, c'est sa modestie. Et quand tu le vois, chaque fois que je viens dans le regroupement, je parle avec eux, tu vois qu'il est toujours humble, il est à l'écoute, tu lui donnes des conseils d'écoute. Et moi, je vous dis tantôt, jusqu'à la dernière fois avant qu'on joue l'Afrique du Sud ici, si vous connaissez comme ça, si vous êtes modeste comme ça et que vous connaissez à travailler, moi j'en suis persuadé qu'il n'y aura que du bonheur. Alors justement, vous étiez dans le groupe de 2002, vous aviez un capitaine qui avait le sang chaud. Je pense que côté personnalité, c'est l'opposé de Cheikhou Kouyaté. Est-ce que chez lui, vous le voyez en leader dans cette équipe nationale du Sénégal?
peut-être qu'il peut ne pas être un leader, parce que tu sais, en football, comme je dis tantôt, il y a différents types de leaders. Il y a des leaders techniques, il y a des leaders de vestiaire, mais lui, il peut être un leader comme je dirais, comme ça, de canaliser, de sensibiliser. Après, le leader qui sérénité. va être de sérénité, quoi. Le leader qui va être un aboyeur pour être comme un Kara, comme un autre. Quand tu vois, exemple, je saute sur l'exemple de Koulibaly, quand tu le vois, tu sais que c'est un mec qui lâche rien du tout, mais qui est toujours serein, qui est calme. Donc je pense que Kouyaté, c'est ça qu'il a, quoi. Très bien. Alors, Zam, très rapidement sur le profil aussi de Cheikhou, on sait qu'il y a beaucoup de concurrence à son poste. On parle aussi de son duo avec Idrissa Gana Gueye, qui quand même tarde à donner satisfaction. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, malgré son statut de capitaine, il peut être quand même mis à rude épreuve par ses autres coéquipiers? Vous m'excusez vraiment, Fatou, je vais un peu compléter votre reportage, parce que Cheikhou Kouyaté, je suis la personne qui l'a fait sortir du Sénégal. D'accord. Et Cheikhou Kouyaté n'était pas numéro 6. Cheikhou Kouyaté jouait attaquant numéro 10. Quand moi je l'ai découvert à Yogo, à l'époque, pour le recruter, pour le faire partir en Europe, en l'occurrence en Grèce, il jouait numéro 10. Peut-être qu'à un moment donné, je ne sais pas comment il s'est retrouvé à jouer numéro 6. Mais c'est souvent le cas avec nos joueurs qui, quand ils arrivent en Europe, redescendent d'un cran. En tout cas, voilà, on les remodule. Voilà. C'était un peu compléter votre reportage. Et de la Grèce, il est parti en Belgique pour signer aussi à Bruxelles. Ceci dit, Cheikhou, on sait que c'est un leader naturel. Après, avec un caractère qui est différent de ce qu'on pouvait comparer comme Aliou Cissé. Mais je pense qu'il a le respect de l'ensemble du groupe. Et c'est quelqu'un qui mouille le maillot quand il est sur le terrain. Ça, on ne peut pas lui enlever. Après, on peut avoir des jugements par rapport à des performances, par rapport à une complémentarité. Maintenant, c'est à l'entraîneur de pouvoir, en tout cas, trouver la meilleure formule avec qui l'associer. Est-ce qu'il peut jouer plus haut que Ghana pour apporter un plus au niveau pour aller faire le box-to-box. Après ça, c'est l'entraîneur qui décide par rapport au système de jeu. Très bien. En tout cas, merci pour ces précisions. Voilà, le hasard fait absolument bien les choses. On reste avec cette équipe nationale, comme on dit, hein, quand on a un invité qui s'appelle Oumar Diallo. L'occasion est trop belle pour ne pas parler quand même de la concurrence entre nos gardiens. Mais auparavant, on va vous proposer là aussi des profils, cher Tidiane, notamment. On va commencer avec Khadim Ndiaye, qui pour nous incarne l'expérience. Et pourquoi? L'expérience, puisque déjà il a 23 sélections, le gardien de Roya, 2 Coupes d'Afrique qu'il a disputées en 2012 et en 2017. Et puis Khadim, ces derniers temps, c'est le gardien numéro 1. Il a été décisif lors des derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, avec notamment contre le Burkina Faso, mais surtout contre le Cap-Vert, où il sort un très gros match face à l'Afrique du Sud, à Polo Kouané également. Il a maintenu sa cage inviolée. Actuellement, dans le championnat guinéen, une mini-trêve est observée, puisque l'équipe nationale guinéenne doit participer au CHAN qui démarre donc ce week-end au Maroc. Donc Khadim Ndiaye, élu joueur de l'année, joueur étranger de l'année donc dans le championnat guinéen, qui postule vraiment pour ce poste de numéro 1. Très bien. Alors, à l'opposé d'un trentenaire, un monsieur qui s'appelle Alfred Gomis, qui lui est plutôt jeune, il n'a que 24 ans, et pour nous, il inspire le haut niveau. Oui, puisqu'il évolue en Serie A à Spal, une équipe promue cette saison en première division italienne. Alfred Gomis prêté au Torino. Et dans son club, il est le numéro 1 avec 20 titularisations en 20 matchs. Alfred qui a connu sa première sélection, c'était lors du match disputé à Praia. Oui, en octobre 2017. Son premier match titulaire, c'était face à l'Afrique du Sud, ici à Dakar. Victoire des Lions 2-1, avec une bonne prestation du gardien de Spal.
Alors Omar, qu'est-ce que vous pouvez déjà nous dire, en tout cas qu'est-ce que vous avez envie de rajouter sur la présentation de ces deux gardiens? Moi, je pense que déjà, si on parle de Khadim, c'est l'expérience, comme vous le dites, hein, parce qu'il a vraiment bourlingué un peu en équipe nationale, où aujourd'hui, il a eu à travailler avec Tony comme joueur avant qu'il soit son entraîneur. Donc, je pense qu'il connaît beaucoup la tanière. Et en plus, sur les 2 derniers matchs, Khadim nous a montré encore plus de qualité, plus de sérénité, et a vraiment su être décisif sur beaucoup d'arrêts. Donc je pense qu'aujourd'hui, s'il est élu meilleur joueur étranger en Guinée, ce n'est pas un cadeau qu'on lui a donné, ça doit être un travail qu'il a eu à bien faire là-bas. Et de match en match, il a montré qu'on pouvait bien compter sur lui. Très bien. Et Alfred, c'est une forme de découverte, mais quand on joue en Serie A et qu'on est titulaire quand même régulier dans son club, ça veut dire qu'il y a du talent. Vraiment, et déjà comme j'en ai déjà un peu discuté avec Tony, je dis la chance que tu as, c'est aujourd'hui, c'est comme le Cameroun, en un moment qui avait les 3 bons gardiens comme Songo, comme Joseph Antoine Bell et Nkono. Donc aujourd'hui, la chance qu'on peut avoir avec la venue d'Alfred, c'est ça, tu as un gardien qui joue en Serie A, qui connaît déjà le haut niveau. Tout le contraire de nous quand on était en 2002 où certains rigolaient pour dire que Tony seul connaissait le haut niveau. Moi j'étais au Maroc. Si on compare les 2 époques, puisqu'on vous l'avez souligné, en 2002, Tony évoluait à l'AS Monaco, voire à Kholimba, je pense, au Maroc. Khalidou à Janda. Voilà. Et là, on a le gardien titulaire, parce que vous aussi vous étiez titulaire avant que Tony ne vous prenne votre place. Là, c'est Khadim qui est pratiquement le titulaire. Est-ce que vous voyez le jeune Italien, entre guillemets, vous faire refaire le coup que Tony vous a fait? Mais aujourd'hui, ce que je peux dire avec nos gardiens, c'est que moi, je pense que les gens, ils y vont un peu vite à commencer à dire un peu qui c'est qui va être numéro 1, qui c'est qui va être numéro 2. Mais moi, la chance que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus ce problème de dire est-ce qu'on a des gardiens. À un moment donné, quand je me rappelle, même dans notre époque, on disait derrière Tony, il n'y a rien. À un autre moment, on a dit le Sénégal est en crise de gardiens. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir 3-4 gardiens qui sont presque d'égale valeur. Moi, je dis déjà, alhamdoulilah. Maintenant, après, laisser le temps au temps avec les matchs amicaux et voir qui c'est qui va montrer plus de valeur. Alors, Zamadou, quand je le vois hocher de la tête, ça veut dire qu'il a envie de rajouter quelque chose. Non, mais bon, je pense que le poste de gardien, c'est un poste assez spécifique et délicat. Même si on a de très bons gardiens, je pense qu'aujourd'hui, dans la hiérarchie, par la force des choses, c'est Khadim Ndiaye qui s'impose comme numéro 1. Parce que Diallo, il a perdu un peu de temps en ne jouant pas un temps blessé. Gomis, sûrement c'est un très bon gardien, mais on ne le connaît pas assez pour pouvoir en tout cas lui donner les clés de la maison pour la Coupe du Monde. Maintenant, en football, j'ai dit tout tantôt que tout ça va très vite. Mais le seul décisionnaire, c'est le coach. Alors on va continuer avec les 2 autres pour nous prétendants, hein, Ablaye Diallo, qui lui était le choix numéro 1 justement. Ah, voilà, Ablaye Diallo qui a pris hier face au PG. Première sélection pour lui en mars 2015, c'était face au Black Stars du Ghana. Il est arrivé dans les bagages d'Aliou Cissé qui venait de prendre les rênes de cette sélection du Sénégal, numéro 1 à la CAN 2017, a raté les derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde pour cause de blessure aux adducteurs, une blessure qui va lui faire perdre sa place de numéro 1 à Rennes. Ses dernières convocations en équipe nationale remontent au mois de mars 2017 lors des matchs amicaux contre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. En club, c'est 4 matchs joués depuis le début de la saison, dont celui d'hier où il a pris 6 buts face à Mbappé, Neymar et Di Maria. Voilà. Il a été félicité par son entraîneur. Donc, il y a eu une grosse catastrophe autour de cette défense rennaise. On va terminer avec Pape Seydou Ndiaye également, qui pour nous représente l'aboutissement d'un parcours en fait. Certainement le Khalidou Cissokho du groupe. Lui, il a 24 ans, l'aboutissement. Il a joué dans les différentes équipes nationales du Sénégal, locales, U23, équipe nationale A. Première sélection, c'était au mois de mars
mars 2016, dernière apparition face au Burkina Faso où il a pris ce but sur coup franc, certainement qui lui a été fatal. Numéro au Jaraaf, titulaire depuis la 3e journée. Pape Seydou, il a quitté Niary Tally pour le Jaraaf. Pour le Jaraaf, tout à fait. Alors Omar, là on a 2 cas de gardiens avec des situations un peu particulières. Pourquoi? Parce qu'Abdoulaye Diallo, en venant à Rennes cette année, on lui avait promis cette fameuse place de numéro 1. Malheureusement, une blessure l'a éloigné des terrains et pour le coup, il a perdu cette place de titulaire. Psychologiquement, quand même, ça doit être un gros frein pour le joueur. Certainement, comme disait tout à l'heure Zam, le football, avec le football, ça va vite. Abdoulaye, avec la Coupe d'Afrique qu'il nous a fait, tout le monde pensait que c'était le numéro 1 incontestable. Après, il est parti à Rennes où on lui fait numéro 1. Après, sur une blessure, voilà, tout a changé. C'est pour dire encore aujourd'hui, moi je dis on est encore trop loin de la Coupe du Monde. Décréter un numéro 1 maintenant, pour moi c'est très tôt. Il faut se ravir d'avoir de très bons gardiens et d'essayer de les aider, comme le cas d'Abdoulaye qui passe une période difficile avec la blessure et aujourd'hui vous me dites il prend 6 buts. Donc je veux dire qu'aujourd'hui il a besoin qu'on lui fasse comprendre que c'est comme ça le football. Il y a des hauts et des bas, la Coupe du Monde est encore loin, qu'il pense encore à être bien en club. Et après, la sélection, ça viendra. Bon, évidemment, hein, dans la foulée, Pape Seydou, qui lui, en fait, n'a plus été appelé en sélection après ce fameux match contre le Burkina dont parlait tout de suite Cheikh Tidiane. Il fait, entre guillemets, une bourde donc, sur le coup franc qui ramène les étalons au score d'égalité 2 partout. Derrière, il n'est plus appelé, c'est une sanction. Une sanction, je ne sais pas, parce que moi, ça m'a étonné que ça soit une sanction, parce que la chance qu'il a eue, c'est les sélectionneurs qui lui ont donné. Hein. C'est à lui qui lui a fait jouer avec le Mexique quand on était aux États-Unis. C'est lui qui lui a donné la chance de pouvoir jouer. C'est lui qui lui a convoqué. Il avait le choix entre lui et Clément. Sur ce match-là, il a choisi Pape. Donc, ils avaient confiance en lui. Il est rentré, malheureusement, il prend le but. Après, est-ce que les gens sont en train de le protéger? Pourquoi ils ne l'ont pas appelé? Est-ce qu'après, parce que moi, je sais qu'avant qu'on ne partait en Guinée, Pape était un peu souffrant, il avait attrapé la grippe. Donc, il est revenu, il a joué avec le Burkina. Peut-être que les gens ont senti qu'il était affaibli par rapport à sa santé. Après, il y avait le problème de transfert qui était là. Il devait partir en Suisse, il ne devait pas partir. Donc je pense que ces sélectionneurs qui l'ont fait ne peuvent pas se permettre de la sanctionner après. Maintenant, la question qui se pose, c'est 3 places, au minimum 4 gardiens, parce qu'on n'a pas parlé de Clément. Non, voilà. même de Mendy qui évolue à Reims en 2e division, donc, et aussi qui est sénégalais. Il faudra en choisir 3. Sauf que lui, il n'a pas encore joué, donc je pense qu'il part de loin. Moi, je pense que la sélection, que ce soit pour les joueurs et que pour les gardiens, c'est le titulaire à son poste et le meilleur du moment. Donc aujourd'hui, d'ici qu'on va sortir la liste, on verra qui c'est qui est le meilleur, qui c'est qui est partant, qui c'est qui peut faire jouer. Il y aura des gens qui vont faire les éliminatoires et de la Coupe et qui ont qualifié l'équipe et peut-être qu'ils ne seront pas en Coupe du Monde. Il n'y en aura pas beaucoup. Parce que par malheur, on ne leur souhaite pas. Peut-être qu'ils seront blessés, peut-être que certains ne seront plus à leur niveau. Donc je dis, pourquoi aujourd'hui sortir une liste prématurée alors qu'on a encore du temps? Psychologiquement, qu'est-ce que ça fait dans les têtes quand on est dans cette situation? Vous l'avez vécu avec Tony Silva. Là, on n'a pas de numéro 1 ultra défini. Est-ce que quelque part c'est facile à gérer, surtout dans la vie de groupe entre ces gardiens? Moi, je pense que si c'est en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde, déjà dans une compétition, c'est gérable. Ce qui est plus dur, c'est quand tu viens dans un match d'éliminatoire. Je me rappelle quand on devait jouer l'Algérie, je donne comme ça un exemple. On devait jouer ici l'Algérie, le dernier match de qualification en Coupe d'Afrique. Il y avait Eto'o et moi, personne ne savait qui allait jouer. C'est jusqu'à la dernière journée d'entraînement que Bruno m'a dit que c'est toi qui joues. On a gagné 3-0, je pense, triplé de Elage, où on est qualifié en Coupe d'Afrique en 2002. Donc je dis c'est tellement compliqué dans ces moments-là, mais après la seule solution ne viendra que par la forme des gardiens de but. Ça va être compliqué parce que Abdoulaye veut garder sa place de titulaire, Khadim il a qualifié l'équipe, il veut continuer à jouer, mais moi je dis encore et je redis, ça ne repasse et ça ne passera que par la performance. Et puis certains même, là une réaction, on me parle même d'Iboussi
qui peut être le cheveu dans la soupe. Brahim aussi qui a fait de belles performances avec les juniors. C'est vrai qu'il a. Mais est-ce qu'il est compétitif en ce moment? Tarde à confirmer. Oui, il joue avec. Vannes, je pense en Coupe de France. Il a joué hier. Bon, il a arrêté en penalty même. Je pense que c'est ce qui fait les efforts. Moi, je pense que tout ce qu'on peut dire, on est gâté avec les gardiens et ça fait plaisir de savoir qu'on a aujourd'hui résolu le problème est-ce qu'on a de gardiens. Maintenant, d'ici la Coupe du Monde, il y a des matchs amicaux qui vont se faire. J'espère que le staff est bien outillé que moi. Il faudra jouer qui le droit, leur donner les chances de se démontrer et qu'on verra est-ce qu'ils devront jouer ou pas. Très bien. Et le meilleur prendra la place et j'espère que nous représentera dignement au plus haut niveau. Tout à fait. Merci voilà Omar donc, pour ce débat autour de la sélection. On continue bien sûr dans cette rubrique Russie. Nous y sommes déjà et cette fois-ci on s'intéresse aussi à l'histoire et aux personnages du plus grand événement foot au monde. C'est sur instruction du chef de l'État du Cameroun qu'il est appelé en sélection afin de jouer la Coupe du Monde Italie 90. Roger Mila, pour le nommer, va y écrire sa légende à 38 ans et quelques, donc des pas de danse pour jubiler après chaque but inscrit. C'est sa marque de fabrique, il en marquera 4 au total durant cette Coupe du Monde. Les exploits de Mila ne s'arrêtent pas à ce record de but. À 42 ans, il va devenir le plus vieux buteur dans un mondial. C'est à l'occasion de la Coupe du Monde accueillie par les États-Unis en 1994. Le fait historique, cher Sadibou Diarra, cher Hassan Affan. Passé le premier tour, sa légende, il l'écrira 8 ans plus tard. Avant le dernier carré, Roger Mila est la principale attraction du mondial de 1990 avec sa fameuse danse du Makossa pour célébrer. Voilà, merci donc à cher Sadibou Diarra pour ce rappel sur bien sûr un joueur qui aura forcément marqué l'histoire de cette Coupe du Monde. Alors on va vous poser à vous également la question. Zamadou, quel est votre meilleur souvenir de Coupe du Monde? Je pense que l'équipe du Cameroun, lors de ses phases finales, avait fait vraiment sensation. 90. Oui, 90. Surtout quand Oman Beyik marque le but contre l'Argentine. Je retiens ça. Maintenant, moi je supportais la France et bon, des bons et des moins bons souvenirs. 82, 86. Des mauvais souvenirs pour la France. Vous éliminez 86, vous éliminez le Brésil quand même. Oui, mais après, on tombe derrière. Contre l'Allemagne. Ouais. La bête noire de l'équipe de France. C'est dur, parce que vous vous rappelez de ce match contre l'Allemagne? Bon, 2-0. Ils reviennent. Ils reviennent, 2-2. On perd à la fin. Ce soir-là, je n'ai pas mangé. Ni moi, ni toute la famille. Très bien. Omar, votre meilleur souvenir Coupe du Monde? 2002. Bon. Pas frustré de n'avoir pas joué? Frustré, oui, un peu. Parce que moi, comme j'ai dit, j'ai accepté d'être remplaçant à un moment parce que Tony faisait de bonnes choses. Et tu devais accepter parce que c'était ça la loi de la concurrence. Maintenant, après, pour moi, quand celui qui joue devant toi fait de bonnes choses, tu ne peux qu'accepter. Très bien. Mais vous avez quand même vibré, vous avez connu de fortes émotions. Je te promets, c'était... Moi, je rigole toujours avec des amis en disant, moi, j'étais vraiment comment on appelle ça, un amoureux des albums photos. Donc je collectionnais les albums photos comme c'est pas possible. Et quand tu vois que tu es en Coupe du Monde et que toi tu dois avoir ta photo dans ces albums-là, rien que ça te faisait vibrer. Ça vaut le coup. Et quand tu regardes un stade, tout ça, c'est extraordinaire. Super, quoi. oui. Coupe du Monde, c'est pas tous les jours. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, la rubrique Coupe du Monde est pratiquement finie, mais il y a quand même un homme sur lequel on va s'arrêter qui va également la jouer. Il s'agit bien sûr de Mohamed Salah qui, comme vous le savez, a été sacré jeudi dernier Ballon d'Or africain. Cette fois-ci, donc c'est une première pour l'Égyptien et donc on va bien sûr découvrir un peu ces chiffres assez impressionnants. Donc le nombre de buts déjà marqués en 41 matchs avec la Roma, pas moins de 19. Donc sur la saison 2016-2017, alors il arrive à Liverpool donc en juin 2017 pour un montant de 40 millions d'euros et puis depuis lors il continue à planter les buts, 22 buts marqués avec Liverpool, toutes compétitions confondues et sur le plan également palmarès bien sûr, cette place de finaliste de la CAN avec l'Égypte, cette qualification qu'il offre à l'Égypte donc pour la Coupe du Monde qui n'y était plus depuis 1990.
Et en plus de ça, les distinctions personnelles, il est élu meilleur joueur arabe de l'année, c'est au mois de janvier, donc voilà. Et puis élu meilleur joueur par la BBC, et donc dernière distinction en date, le Ballon d'Or africain. Évidemment, il y avait un challenger sénégalais qui s'appelait Sadio Mané. La question ne se pose plus de savoir si c'est mérité pour Salah, mais plutôt de savoir qu'est-ce que doit faire Sadio Mané pour arriver au top niveau et être le meilleur joueur africain, gagner enfin ce trophée du Ballon d'Or. Je te laisse l'honneur. Merci. Moi, j'en parlais tout à l'heure avec mon grand Mamadou Diallo, que je salue au passage. Moi, je pense que Sadio, la seule malchance qu'il a pour ne pas être Ballon d'Or africain, c'est qu'il n'accepte pas encore, il est trop modeste pour accepter d'être le leader de l'équipe nationale du Sénégal. Ça doit passer que par là. En club et partout, il a toujours brillé, il a toujours montré de la qualité. Aujourd'hui, Salah, je pense qu'à part le moment où Sadio a eu les cartons, le carton rouge où il a pas joué, il a démontré pas mal de bonnes choses, mais Salah a démontré beaucoup de bonnes choses en Coupe d'Afrique où l'Égypte est partie jusqu'en finale, où il qualifie son équipe nationale en Coupe du Monde. Moi, je pense que Sadio doit encore être le leader technique encore de notre équipe nationale. Il est trop gentil. Il est trop modeste, on respecte trop, mais à un moment donné, il faut vraiment qu'il sorte sa coquille, qu'il soit vraiment le leader technique. Pour vous conforter un peu dans ce que vous dites, quand vous entendez Salah, il s'affirme, je veux être le meilleur joueur égyptien de tous les temps. Après avoir gagné le Ballon d'Or, il dit qu'ils vont en remporter 3 ou 4, même si à côté il y a Sadio, il lui dit tu la remporteras prochainement. Mais ce qui est impressionnant aussi chez Salah, malgré sa modestie, son humilité, c'est le discours. Il s'affirme et bon, il le montre aussi sur le terrain. C'est sûr, quand tu vois Sadio, c'est sa deuxième fois, donc ça veut dire que le troisième, ça veut dire que le joueur il est là. Oui. Le joueur il est là. C'est pas les qualités de joueur qui lui manquent, mais c'est juste encore de vouloir s'exploser, de vouloir montrer aux gens qu'on peut être gentil comme c'est pas possible, mais à un moment donné les choses il faut aller les chercher quoi. Mais dans le football il faut être winner, il faut avoir dans le ventre que tu dois gagner. Moi je pense que c'est dans le comportement, mais c'est dans l'état d'esprit. Vous avez dit tantôt qu'il faut qu'il s'affirme. Mais je pense qu'avec l'équipe nationale, on doit lui donner les clés en lui faisant comprendre que non seulement c'est le leader technique, mais tout doit passer par lui. Donc il faut lui créer l'environnement pour que Sadio Mané puisse s'exprimer de la meilleure des façons. En tout cas, je pense que la Coupe du Monde quand même qui vient, le prochain Ballon d'Or à 75%, déjà c'est cette Coupe du Monde qui va le décider. La meilleure performance africaine, le meilleur joueur africain de cette Coupe du Monde. C'est l'occasion rêvée pour lui. C'est l'occasion rêvée. Il sera en compétition avec Salah également à la Coupe du Monde. Avec lui-même. Il sera en compétition avec lui-même. C'est à lui de se prendre et je pense de changer d'état d'esprit. L'approche. Dans la démarche, dans le comportement, dans la communication. Mais tout cela, c'est un ensemble. C'est une équipe autour de lui qui doit lui faire prendre conscience de tout cela. Et je pense que si cela se fait d'une très belle manière, il franchira le pas pour monter sur la plus haute marche du podium. Et puis, comme le disait tout à l'heure Cher Tidiane, le départ de Coutinho va certainement lui permettre de retrouver la ligne offensive au niveau des Reds. Donc, il va peut-être encore être plus libéré. Ses qualités ne sont pas en doute, parce que le but qu'il marque, il faut être vraiment un grand attaquant, un grand joueur pour le marquer. Vous comprenez? Après, ce n'est pas ces qualités de footballeur qui sont mises en cause. C'est en dehors. C'est en dehors. Et s'il progresse à ce niveau-là, Inch'Allah, il sera le prochain Ballon d'Or. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Exactement. Voilà, sans transition, on va aborder l'actualité de la Ligue 1 avec la 7e journée. Cher Tidiane, les yeux commencent à être... Ouais, avec l'équipe, on est mardi déjà. Là. Ouais, exact. Bon, la une, c'était lundi, mais là, on est carrément à mardi. La Sonacos qui n'a pas joué ce week-end, son adversaire du jour, Guédiawaye, étant provisoirement suspendu en raison d'un conflit en interne. L'occasion donc était trop belle pour les Grenades de Génération Foot et ils en ont profité pour reprendre la tête du championnat en s'imposant
devant Teungueth FC sur le score d'1-0. Voilà, Fatou, c'est vrai que... La réplique de l'année, mais on continue à rester concentré. Il y avait aussi un match très attendu du côté du stade Caroline Faye entre le stade de Mbour et le Casa Sport. Voilà, une équipe du Casa Sport forcément touchée par le drame de Boffa avec ses 13 personnes assassinées à une dizaine de kilomètres de Ziguinchor sur le terrain de Caroline Faye. L'avantage a tourné en faveur des stadistes. Ces derniers s'imposent sur le score de 3-0 grâce à un triplé de Tierno Tube. Le résumé du match avec les images de Babacar Ndom. Le Casa Sport court derrière une seconde victoire depuis la première journée. Mais à Mbour, ce dimanche, les Ziguinchorois sont repartis avec une lourde défaite. 3 buts encaissés devant l'intenable Tierno Tube. Ce dernier, auteur d'un triplé sur 2 passes décisives de Pape Ibnouba. Le groupe travaille et cela commence à porter ses fruits. Travailler, il n'y a que le travail qui est là. Moi, je crois qu'au travail. Donc c'est ce que je n'arrête pas en tout cas de répéter aux joueurs. Et il n'y a que le travail en tout cas qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. Maintenant, on sait que c'est un groupe de qualité. Il y a beaucoup de qualité. Mais quand il y a de la qualité et qu'il n'y a pas de travail, ça ne sert à rien. Donc en plus de la qualité, les garçons ils travaillent bien depuis le début. Il faut continuer sur ce chemin et ne pas s'enflammer surtout. Du côté du Casa, c'est avec le cœur lourd qu'on a joué ce match. Après le drame survenu la veille en Casamance avec la disparition de 13 jeunes assassinés dans la forêt de Boffa, à une dizaine de kilomètres de Ziguinchor. La paix en Casamance, je crois que c'est l'affaire de tout le monde. On a toujours lancé des appels. Je crois qu'il va falloir que ça passe par des actes. C'est dommage que la tension revienne encore faire surface alors qu'on avait vécu un bon moment d'accalmie. Bon, maintenant, je ne peux pas dire plus puisque je ne maîtrise pas réellement ce qui s'est passé. Voilà. Ce match, très attendu de la 7e journée, permet au stade de Mbour de se hisser à la seconde place du classement, tandis que le doute s'installe du côté du Casa, avec seulement 4 points au compteur depuis le début du championnat. Merci à Babacar Ndom et Dieynaba Seydouba. On reste avec le stade de Mbour qui œuvre aussi dans l'action sociale. Une camionnette entière remplie de vivres offerte à la pouponnière de Mbour pour un montant évalué à 600 000 francs CFA. Dirigeants, staff, techniques et joueurs se sont mobilisés et ont mis de leur poche pour aider ces nouveaux-nés. Youssouf Dabo, entraîneur du stade de Mbour, et Saliou Samb, président du club, sont nouveaux au micro de Babacar Ndom. Donc nous sommes réunis aujourd'hui au niveau de la pouponnière de Mbour. Les joueurs du stade de Mbour, le staff ainsi que les dirigeants. Nous sommes là aujourd'hui pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice de la solidarité, de ce don de soi qui découle même du sport. Parce qu'au-delà du volet sportif, le stade de Mbour a un volet social et culturel. Et donc c'est ce volet-là aujourd'hui qui est mis en exergue pour essayer quand même de participer, comme je dis, à la prise en charge de nos jeunes qui sont ici, de nos bouts de choux qui sont ici, qui n'ont pas demandé à être là. Ce sont les joueurs qui ont pensé à cela, qui ont pensé se priver de leur prime pour acheter tous ces dons pour les amener ici. Les dirigeants aussi, le staff technique, tous, ils ont cotisé pour faire cela. Forcément, parle de chiffres, mais en tout, on peut dire que c'est vers les 600 000 qu'il y a tout cela qu'on a mis aujourd'hui. C'est eux qui ont eu l'idée de faire ce geste. Et je les encourage par rapport à ça. Ça veut dire que c'est des hommes, ils sont intelligents. Ils ne pensent pas qu'au football. Et je pense que c'est une première au Sénégal qu'une équipe de football, à part les Lions qui le font souvent, mais un club au Sénégal se solidarise comme ça pour faire des dons. Donc ça veut dire que voilà, derrière, c'est des hommes, ils sont assez intelligents, ils comprennent que la vie, ce n'est pas que le football. Ils sont chanceux, ils vivent de leur passion, même s'ils ne gagnent pas des millions. Mais voilà, c'est ce geste qui est important. Le fait de faire un don de soi. Ce n'est pas le fait de gagner des milliards ou des millions. Même si tu gagnes 50 francs et que tu as l'ambition en tout cas de partager, tu peux le faire.
une action bien sûr à saluer, à encourager. On va reparler de foot, mais on reste toujours sur la petite cote avec cette question qui forcément taraude l'esprit des amateurs. Mais que se passe-t-il donc à Diambar? 0 victoire en 7 journées. Les académiciens qui flirtent avec la zone rouge depuis le début de la saison. 4 petits points sur 21 possibles. Le bilan de Diambar cette saison, vous le découvrez. 3 défaites, 4 matchs nuls, 2 buts marqués, 9 buts encaissés. Alors évidemment, pour le préparateur des gardiens, membre du staff de cette équipe de Diambar, c'est une situation qui doit vous inquiéter, qui vous inquiète forcément. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne nous inquiète pas trop, hein. Parce que déjà on s'est déjà préparé à ça. Mais permettez-moi déjà de présenter mes condoléances à la Casamance pour le drame qu'il y a eu là-bas. Et vous leur dire que nous tous Sénégal, on prie pour la paix et on espère que la paix sera dans tout ce monde. Donc pour dire encore que Diambar, cette année, on est parti sur un projet bien réfléchi, un projet de pouvoir donner la chance à ces jeunes qu'on a eu à recruter à l'âge de 12 ans, qu'on veut former, qu'on veut donner leur chance. On a des jeunes qui ont que 16 ans, 17 ans, qui font de la compétition. Certains me diront que dans la compétition, il faut gagner. Nous, on en a parlé avec le président qui l'a validé avec la direction technique, sachant que cette année, on va jouer que le maintien, mais faire tout pour faire montrer nos jeunes qui sont à U17, avec l'équipe nationale, qui sont à U20 et qui auront aussi la chance bientôt, d'ici 1 ou 2 ans, de pouvoir s'expatrier en Europe, c'est-à-dire rester encore sur le projet de Diambar, former des champions de la vie et des champions de football. Mais quelque part, après plus de 10 ans, est-ce qu'on ne peut pas dire que Diambar ne sait pas où aller, ou bien s'est trompé de direction, ou bien montre ses limites? Parce que quand même, on attendait plus de cette équipe avec tous les moyens que vous avez. Si on compare avec d'autres équipes de ce championnat, quand même, je pense que cette équipe ne doit pas être à ce niveau du classement. Moi, je dis que cette équipe ne restera que de nom, parce que ce n'est pas la même équipe qui joue tout le temps. Parce que Diambar, si on se réfère sur ce qu'on a fait l'année dernière, presque on a eu 18 voire 17 départs. Donc c'est une équipe tout à fait, encore une nouvelle équipe qui est là, avec des jeunes qui n'ont jamais côtoyé la première ligue, qui ont quitté de leur catégorie cadette et junior et qui sont de suite lancés dans le bain de la première ligue, de la première division du moins. Donc aujourd'hui, nous on savait qu'au départ ça a été difficile parce qu'il y a l'émotion, il y a aussi cette adaptation au niveau tactique par rapport aux joueurs avec qui on joue. Et bon, je vais rigoler avec les autres équipes en disant sur le papier on paraît être les plus vieux, mais alors qu'on est les plus jeunes. Donc on a des jeunes qui vont prendre du temps de s'adapter. On savait que ça allait être compliqué. Tout le contraire de l'année dernière où on avait des internationaux qui étaient là et qu'à la fin de la phase aller on était derniers. Mais cette année on a préparé, et nous, staff, et le président et les joueurs, qu'on va avoir un début difficile. Et on sait donc vous préparez déjà une saison difficile pour cette année. C'est une saison de transition. À une saison où on va jouer le maintien, qui est notre objectif, et on va faire tout pour se maintenir le plus vite possible, pour pouvoir continuer à préparer des jeunes joueurs de 16 à 18 ans, pour qu'à 18 ans, qu'ils puissent atteindre leur objectif, c'est d'aller jouer en Europe. Mais qu'est-ce qui explique votre inefficacité offensive? Parce qu'il semble que vous avez quand même pas mal d'occasions, mais vous ne les convertissez pas. Malheureusement, comme je dis tantôt, c'est avec un manque de stabilité, où Dame était parti, il n'a pas commencé la saison avec nous. Il est revenu? Il est revenu, il a fait un match à Dakar, à Génération Foot, il est rentré remplaçant. Tout récemment, il a joué le match comme titulaire. Donc, il va prendre encore du rythme. On a des jeunes qui sont devant, comme Ousseynou Nia, qui était avec les U17 avec Alimal. Donc, je pense que c'est des jeunes qui sont là, qui se créent des occasions. Tout récemment, contre Dakar Sacré-Cœur, il y a Ousseynou Nia qui est seul devant le but et qui tape sur le poteau. Donc, tu sais, c'est encore l'expérience. Nous, on sait en parenthèse où on va. On a confiance en ce qu'on fait. Et j'espère que l'avenir nous donnera raison par rapport à ce qu'on est en train de travailler. Exactement. Voilà, bon, c'est tout le mal que l'on vous souhaite, mais quand même, vous savez qu'une relégation
plomberer ce projet magnifique et importantissime pour ce football sénégalais? Plomberer, je dirais non, parce que comme je le dis encore tantôt, le Djamba est entré dans le championnat du Sénégal, si j'ai bien compris. C'est un prétexte de pouvoir faire montrer au public ses joueurs. Donc aujourd'hui, nous on sait que avec l'aide de Dieu et le travail qu'on fera, on n'ira pas en deuxième division, parce qu'on sait que du jour au lendemain, les joueurs vont se réveiller, et ils ont commencé à le faire depuis 2 voire 3 matchs. Et après, on espère que ça va aller vite. Ça va aller crescendo. Alors, on remercie Omar donc, pour ces explications. On va enchaîner avec les résultats quand même de cette ligue-là. Voilà, Linguère, Mbour, Petite Côte, match nul, en but partout au stade de Mbour, donc qui bat Casasport 3-0, Génération Foot Tenguède FC 1-0 pour les académiciens, NGB qui s'incline 2-1 face à l'AS Douane, Djambar, Dakar, Sacré-Cœur 0 but partout, Djaraf, Djambour 2 buts partout. Le match Sonacos GFC remis pour la raison que vous savez. Et puis le classement de à l'issue de cette 7e journée, Génération Foot leader avec un match d'avance 14 points, suivi du Stade de Mbour 2e avec 13 points, AS Douane 3e avec 13 points, et puis Sonacos qui était leader, qui se retrouve à la 4e place avec un match en retard en bas de tableau. Djambar est 13e avec 4 points, 14e Guédiawaye FC. Décidément, beaucoup d'actualités du côté de Mbour avec cette fois-ci la finale de la Coupe amateur, première édition donc jouée ce week-end au stade Caroline Faye, première édition parrainée par le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Ousmane Tanordien, qui a vu la victoire de l'équipe de Keur Madior de Mbour. L'occasion pour nous de faire un mini bilan de ce championnat amateur. Mamadou Ndiaye, Pafarening, Khalim Sissi. Le défilé des 20 écoles de football de Mbour a ouvert la première édition de la finale de la Coupe de la Ligue amateur. Féliciter la LFA pour la bonne organisation de cette finale. Ça est réparti, mais tout à l'heure il était en train de titiller en disant mais vous là, attention, vous voulez nous bousculer. La Ligue professionnelle est là, donc il faut faire attention. Mais vraiment, on vous tire notre chapeau pour la belle organisation. L'occasion pour nous de tirer le bilan de la saison de la Ligue amateur, jugé satisfaisant par les acteurs. Le championnat est très disputé avec 24 équipes. Tous les matchs sont des matchs de coupe d'ailleurs pour le football amateur, parce qu'il n'y a qu'un seul objectif au niveau des clubs, c'est d'accéder en Ligue Pro. Faire ce bilan d'une manière du tic au tac, c'est un peu plus difficile, mais pour l'organisation même du championnat national 1 et national 2, national 1 c'est 24 équipes réparties en 2 poules, et la Ligue amateur, la fédération se sache de donner le transport des équipes à hauteur de 50%. Pour les équipes de la nationale 2, la fédération par le canal de la Ligue amateur donne les 100% des frais de transport. Plus maintenant le paiement des frais des honoraires des arbitres, des délégués fédéraux et tout ce qui a trait avec. Donc d'une manière générale, toute l'organisation de ces matchs incombe à la Ligue de football amateur. Au niveau du championnat amateur, il y a beaucoup de progrès qui se fait. Les équipes sont bien organisées et je pense que ça peut aller de l'avant. À la clôture de ce championnat de la Ligue amateur, les acteurs demandent plus de moyens. Ce sera l'occasion pour nous également, avec la qualification de la Coupe du Monde, que ces retombées-là puissent bénéficier au football local. Que les gens là vraiment sentent cette Ligue de football amateur, que les joueurs, non, c'est pas seulement le football pro, parce que partout où vous allez, c'est le football amateur qui est donc qu'on essaie de développer pour permettre également un véritable développement du football sénégalais. Le football amateur, ça demande les moyens. Mais aujourd'hui, avec les initiatives prises, déjà la Coupe le demande, la Coupe du Haut Conseil le demande, qu'il y aura des moyens et successivement, nous espérons y avoir des moyens aussi. Pour cette première édition, parrainée par le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, je voudrais les remercier, les 2 présidents de la Ligue amateur et le président Senghor, pour le président de l'institution que je dirige. Là aussi, vous avez eu la main heureuse parce que le Haut Conseil des collectivités territoriales, personne qui croit aux vertus du sport. Keur Madior a remporté cette première édition. Les Mbourois ont battu Sofa de Dakar par 2-0. Ils ont respecté les consignes. Donc l'essentiel c'était de gagner.
Donc nous avions rencontré une équipe de Sofa qui a été vraiment très bonne. Mais tout compte fait, on a demandé aux gosses quand même de mettre les rythmes parce que c'est une équipe qui n'a pas encore commencé de compétir. Et nous avons eu à jouer quelques matchs de championnat. Nous sommes plus en jambes qu'eux. Ils ont réalisé ça et Dieu a fait que vraiment nous avons gagné. Je les encourage et je félicite nos gosses qui ont réalisé vraiment cette victoire. Voilà donc un survol du bilan, évidemment un diagnostic où on parle quand même toujours de cette sempiternelle question des moyens, mais Zam, l'objectif c'était quand même de réunir le monde du foot amateur dans cette finale-là. Voilà, donc merci Fatou. Donc la Ligue de football amateur, ce qu'il faut souligner, dépend intégralement de la Fédération sénégalaise de football. Ce n'est pas un démembrement qui est en dehors. Donc nous dépendons totalement de la Fédération sénégalaise de football. Ça, c'était la Coupe de la Ligue amateur, qui était une première édition. Une idée lancée par le président Abdoulaye Sow, mais qui a été validée par le comité exécutif de la Fédération. Donc ça, je pense ça, il faut le souligner. Okay. Maintenant, dans l'organisation pratique, c'est le conseil d'administration de la Ligue de football amateur qui a mis en place un comité d'organisation dont je fais partie en m'occupant de la cellule de communication. M. Ousmane Tanor Dieng nous a fait l'honneur d'accepter volontiers d'être le parrain en tant que président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Raison pour laquelle cette coupe est dénommée Coupe du Haut Conseil. Ça peut quand même prêter un peu à confusion. Avec quoi? Bon, justement, avec le nom du Parlement? Non, non, même pas. Je me suis posé la question finalement, est-ce que c'est une compétition où on met en avant le sport ou l'aspect politique? Non, vous savez qu'il y a une coupe qui s'appelle Coupe du Parlement. Pourtant, on n'a pas parlé de ça. Mais là, ça, c'est une vieille tradition. Oui. Donc aujourd'hui, il y avait une coupe de la Ligue, il y avait une coupe du Sénégal, il y avait une coupe du Parlement. Sauf que les amateurs n'avaient pas de coupe qui leur était dédiée. Raison pour laquelle c'est le prétexte de créer une nouvelle coupe, d'amener des moyens additionnels pour les clubs, parce que le vainqueur de cette finale a empoché 10 millions de francs, ce qui est quand même assez conséquent pour un club qui a quitté le monde amateur pour aller chez les professionnels. Sofa qui est descendu se retrouve avec 5 millions. Et ils ont reçu le... C'est payé. C'est payé. Donc, nous, on a été très pragmatiques. Je pense que dans l'organisation... plus que les professionnels. Bon, moi, je ne fais pas de comparaison. Parce que comparaison n'est pas raison. Seulement, mais il en faut un peu quand même. On fait un bilan. C'est une nouvelle coupe qui vient de démarrer. On espère la pérenniser dans le temps pour le bien des clubs. On s'est battu pour mettre en place une organisation impeccable. Je pense que dans l'ensemble, on a réussi notre pari parce qu'on a eu un satisfait du parrain, du président de la fédération. Et puis une forme de médiatisation, aussi un coup de projecteur sur ce foot amateur. Je pense que le foot amateur avait besoin de ça, parce que le socle de notre football repose sur le foot amateur, parce que la Ligue de football amateur gère plus de 300 clubs. Donc, on s'est rendu compte lors de l'élection de la fédération. Donc on peut aujourd'hui constater que le socle de la pyramide, c'est le football amateur. Mais juste une question, le choix des finalistes? Non, ce n'est pas un choix, c'est une compétition et les deux finalistes, c'est les équipes qui ont battu leur... D'accord, c'est juste la finale dont vous avez... C'est comme un système de coupe avec des éliminatoires. Et ces deux équipes-là sont arrivées. Vous avez tout à l'heure parlé d'argent, dans le reportage aussi on en parlait d'argent. Comment se fait le financement? Déjà que vous nous parlez de ces de 15 millions, déjà rien que pour les finalistes, où est-ce que vous tirez? Non, c'est pour ça que je dis, dans la vie, il faut avoir des idées, il faut innover. Quand on a choisi le parrain qui a accepté volontiers, il nous a mis en place une enveloppe au nom du Haut Conseil des collectivités territoriales pour dire que l'honneur qu'on lui a fait en tant que sportif, parce que moi je ne parle pas d'autre chose que de sport. M. Ousmane Tanor Dieng est un fervent supporter de l'équipe nationale du Sénégal. Ça, c'est une vérité. On le voit tout le temps au stade. Donc je pense que c'était un choix qui était pertinent de la part de M. Abdoulaye Sow.
et il nous a mis les moyens en place. Les moyens, on aurait pu prendre les moyens et en faire autrement, mais on a fait le choix de les redistribuer au club. Donc, très bien. Alors, c'est un premier coup de projecteur, comme on le disait. Prochaine étape Prochaine étape, c'est faire en sorte de pérenniser cette coupe, mais il y a le championnat qui a démarré. C'est de tout faire pour qu'on joue partout au Sénégal et que la prochaine édition de la Coupe du Haut Conseil soit encore une belle réussite. Très bien. Merci Zam. Donc on rappelle bien sûr que vous étiez aussi chargé de faire la promotion dans les médias de cette finale. On peut vous dire... Vous êtes reçu avec la mention assez bien. Alors, c'est les gens qui apprécieront. Bah oui, c'est déjà un début. Alors, du foot amateur au Nawetan, Cheikh Tidiane, il n'y a qu'un... C'est pas la même chose que nous allons traverser. Il y a une différence? Bon, la Ligue de football amateur gère tous les clubs amateurs. Maintenant, le Nawetan, faisant partie intégrante de la fédération par rapport aux nouvelles dispositions, mais nous, ce qu'on gère, c'est vraiment les clubs affiliés à la fédération qui compétissent en National 1, National 2 et en Régional. Voilà, donc tout le tournoi de football dédié à Feu Abdoulaye Diarra, ancien chef de poste de santé de Nibi et grand serviteur de la jeunesse de cette localité a vécu. C'est l'ASC Ndali qui a remporté la finale devant l'ASC Renaissance à l'issue de la séance des tirs au but 5-4 après un score d'un but partout durant le temps réglementaire, le tout dans une ambiance festive. Compte rendu signé Cheikh Sadibou Diarra et Mame Biram Diouf. L'ASC Ndali pour la première édition du mémorial Abdoulaye Diarra. Au bout du suspense, à Nibi, la population s'est donné rendez-vous au stade pour honorer cet homme qui a marqué à jamais cette commune. Auteur du terrain sablonneux, la famille du parrain, les amis, les autorités ont assisté à une finale de haute facture entre Ndali en orange et Renaissance en bleu. Les deux équipes ne se sont pas fait de cadeaux, se rendant coup pour coup. Les oranges parviennent à ouvrir le score dans le dernier quart d'heure, mais concèdent l'égalisation à la 89e minute. Place au tir au but pour les départager. Renaissance rate 1, Ndali remporte la finale, 5 transformations à 4 et soulève le trophée dans une bonne ambiance. ASC Ndali est l'héritière de l'ASC Kanigui du parrain. C'est un plaisir de l'avoir remporté la coupe, mais l'ASC Renaissance n'a pas aussi démérité. Il y a une bourse pour les étudiants démunis. Ces derniers paieront que les frais d'inscription dans les universités privées. Je ferai de mon mieux pour que la jeunesse de Nibi en bénéficie. Proche collaborateur d'Omar Diarra, le ministre conseiller Abdoumbo, présent à la finale, fait de l'amélioration de l'infrastructure sportive de Nibi un défi à relever. Face à cette jeunesse passionnée de la commune de Nibi qui organise ces matchs dans ce stade qui manque de tout, je m'engage devant vous qu'une fois à Dakar, je vais adresser une note technique au président de la République Macky Sall sur comment faire pour embellir l'infrastructure. Première équipe à inscrire son nom au palmarès du tournoi mémorial Abdoulaye Diarra, Ndali a fêté son titre jusque tard dans la nuit en attendant la prochaine édition. Voilà, merci beaucoup à Cheikh Sadibou Diarra et Mame Biram Diouf. Merci également à nos deux invités qui ont passé donc la transition la nuit du lundi au mardi avec nous. Merci beaucoup Zam, bonne continuation. Merci Oumar. Meilleur succès avec Diambar évidemment. D'abord je l'espère. Et puis comme je dis, un projet, on connaîtra le bon ou le mal qu'à la fin. Mais j'espère à la fin de la saison, sauf que vous compétissez en Ligue 1. Donc du coup, vous êtes jugés tous les dimanches, comme disait Zam. Ça ne nous gêne pas. On disait ça aussi que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Ça, on est d'accord. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés et nous également pour vous accompagner. On vous propose un résumé des temps forts des championnats européens, toujours avec Cheikh Sadibou Diarra.
En attendant les débuts de sa nouvelle recrue, Philippe Coutinho acheté à 160 millions d'euros. Le FC Barcelone continue de caracoler en tête du classement de la Liga. Le club catalan a facilement battu Levante 3-0 lors de la 18e journée, alors que son éternel rival, le Real Madrid, peine toujours à sortir la tête de l'eau. Les merengues ont concédé le nul 2 partout face à une équipe du Celta Vigo. L'Atlético Madrid qui a retrouvé son attaquant Diego Costa, buteur dans la victoire face à Getafe 2-0 et deuxième à 9 points du Barça. Valence, troisième de la Liga, a regoûté à la saveur du succès devant Girone 2-1 après 3 matchs de championnat sans victoire. En Italie, Naples, leader de la Serie A, s'est rébiffé après sa défaite en début d'année 2018 en dominant Hellas Vérone 2-0 lors de la 20e journée avec un but de Kalidou Koulibaly. La Juventus, deuxième au classement, s'est difficilement défait de Cagliari 1-0. L'Inter de Milan, troisième, toujours dans une mauvaise spirale. Il s'est contenté du nul, 1 but partout face à la Fiorentina. Son voisin, le Milan AC, retrouve le sourire suite à la victoire devant Crotone 1-0. Torino, coaché désormais par Walter Mazzarri, a surclassé Pologne 3-0, dont un magnifique but de Mbaye. En France, l'on joué les 32e de finale de la Coupe nationale et tous les grands clubs ont passé ce tour. D'abord, le Paris Saint-Germain qui est allé atomiser Rennes d'Abdoulaye Diallo et Ismaïla Sarr 6-1, tout comme Monaco à Yzeure 5-2 et Marseille, difficile vainqueur de Valenciennes 1-0 après les prolongations. Seuls les Girondins de Bordeaux ont trébuché. Ils ont perdu à Grandville 2-1. En Angleterre, l'on jouait également la FA Cup, le 3e tour précisément. Liverpool de Sadio Mané a battu Everton de Gana Gueye 2-1. Manchester City passe aussi après son carton devant Burnley 4-1. Son rival de United, quant à lui, a pris le meilleur sur Derby County 2-0. Par contre, Chelsea va devoir rejouer. Les Blues ont été tenus en échec par Norwich 0 partout. Mais la surprise de ce tour a été réalisée par Nottingham Forest qui a reçu et dominé Arsenal 4-2. In front of Ospina and he's put Forest in front. L'heure de l'actu sur les réseaux sociaux avec Mamadou Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir Monfatou, bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir aux téléspectateurs et bonne heureuse année. Bonne heureuse année à toi aussi. Alors on va commencer par Emmanuel Eboué qui brise le silence, ruiné, abandonné par sa femme. L'information a fait le tour du monde en cette fin d'année. Effectivement, l'information a fait le tour du monde. L'ancien international ivoirien a des problèmes. Emmanuel Eboué vient de divorcer avec son épouse et celle-ci est partie avec tous les biens du footballeur. Une descente aux enfers, mais depuis, certaines personnes se font passer pour lui sur les réseaux sociaux. Sur cette vidéo, il précise. Regardez. En fait, ça me fait mal de me mettre aujourd'hui en direct pour vous parler. Seulement que vous parlez, j'ai seulement qu'un seul Facebook. Et je viens juste de créer le Facebook, ça ne fait même pas 3 mois que je l'ai créé. Donc il y a d'autres personnes qui ont créé des Facebook, qui ont créé des choses à mon nom. Et c'est pas moi. Peut-être qu'ils vont vous soutirer de l'argent, qu'ils vont vous appeler pour vous dire non, que bon, Emmanuel il a besoin d'argent, donc il faut qu'on aide Emmanuel Eboué. Moi, je n'ai pas dit à quelqu'un de m'aider. Hein. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller prendre l'argent avec quelqu'un pour m'aider. Hein. Je n'ai pas dit ça. Hein. Donc ceux qui le font, qu'ils l'arrêtent. Hein. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller prendre de l'argent. Quand j'ai demandé qu'on m'aide, quand j'ai demandé qu'on me soutienne, ça ne veut pas dire d'aller soutirer de l'argent à quelqu'un. En fait, ça me fait mal de me mettre aujourd'hui en direct pour parler. Il est bien précis, il est en galère, mais il ne fait pas... Se manifeste actuellement pour l'aider. Oui, Galatasaray, notamment Arsenal. En tout cas, et il même, ne quémande même pas. l'équipe nationale ivoirienne. Oui, ce serait C'est pour mérité. former la petite catégorie. Effectivement, Emmanuel Eboué. Mais on sait où est-ce qu'il est en ce moment? Actuellement, il y a Je veux dire, non, enfin, où est-ce qu'il vit? Je ne sais pas, en tout cas, aux dernières nouvelles, Fatih Terim lui avait offert un poste au sein de Galatasaray. Bon, certainement, il doit être entre Abidjan et Londres. Très bien. Alors, une nouvelle année 2018, c'est vrai, ça fait déjà 8 jours qu'on y est déjà. Oui. Mais les stars du football l'ont célébré de la plus belle des manières. Effectivement, ils ont tous posté des vidéos ou des images sur les réseaux sociaux, chacun dans son style, entre les citations philosophiques de Mbappé, les
les ambitions de Ramos, le costume de Lewandowski, la famille de Messi et la vidéo de l'incontournable Evra. En tout cas, c'était juste pour souhaiter un Happy New Year à tout le monde. Évidemment. Je pensais qu'on allait voir la vidéo de Tonton Pat. Oui, avec ses Louboutins là. Qui est annoncé justement du côté de Galatasaray. Et pour parler avec le club turc, donc peut-être qu'il va rebondir très vite. Okay. Ça le changera de ses vidéos. Et là, une nouvelle qui est tombée il y a quelques semaines, là aussi, qui fait la fierté de tous les sportifs. Mr. George est maintenant Mr. President, élu récemment à la tête du Libéria, c'était le 28 décembre dernier, ici. Dans cette vidéo, il revient un peu sur son enfance, ses débuts difficiles à Monrovia. Regardez. Ça a été ma mère. Toujours ma mère, parce qu'elle est morte il y a 2 mois. On salue sa mémoire, Georges. Ouais, je suis né au Libéria, à Monrovia. Ma mère et mon papa, ils sont séparés. Et j'étais obligé pour rester avec ma grand-mère. À 2 ans. J'ai resté avec ma grand-mère jusqu'à 19 ans. Et j'ai quitté le Libéria pour le Cameroun. Dans la rue, c'est des cowboys ou barboys. Ma grand-mère était là. Et je crois que c'est à cause de ça aussi que j'ai pratiqué le sport. Parce que, comme un enfant en Afrique, si tu ne joues pas avec des amis, ils pensent tu n'es pas capable de faire les choses. Oui. Mais pour moi, j'étais patient pour le football et c'est là on sort. C'est le fait là, on va jouer tous les jours. Même si on ne mange pas, il n'y a pas à manger, on était contents. Ça a été ma mère. Non, Diana. Voilà, donc Georges Weah, voilà, qui... Père Laïdo nous donne l'info, il n'est pas le premier président footballeur libérien. Le premier président footballeur libérien, c'était, je pense, Samuel Doe. D'accord. Samuel Keyando. Samuel Keyando. Samuel Doe. Il a été joueur. Il a été joueur dans un club libérien. Si c'est le doyen qui nous le dit. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Si c'est le doyen qui le dit, on se soumet. Alors, on va parler d'un documentaire qui apparemment a beaucoup marché, qui a été diffusé hier. Et tout à l'heure, Omar Diallo parlait de ses frustrations. Et les frustrations, les joueurs en ont. C'est le cas de Franck Ribéry qui revient sur l'attribution du Ballon d'Or 2013. Oui, il a donné l'info, comme vous le disiez, c'est dans un documentaire nommé Ma part d'ombre, publié diffusé hier sur Canal+. Le Français a exprimé sa frustration quant au résultat de l'époque. Il estime avoir été volé. Regardez. Le Ballon d'Or, c'est pour Ribéry, là. Cristiano Ronaldo. Pour moi, c'est comme si c'était un vol, ça. C'est comme si c'était un vol. Une injustice. Ouais. Est-ce que tu penses que peut-être que c'est lié, peut-être au mal-aimé Ribéry, celui qu'on n'apprécie pas? J'ai eu le soutien de certains Français, mais j'ai pas eu tout mon pays derrière moi, en fait, tout simplement. Le Ballon d'Or, c'est pour Ribéry, là. Cristiano Ronaldo. Ibrahimovic, là, mon papa me fait. Un vol, ça. C'est comme si c'était un vol. Voilà, donc Franck Ribéry frustré. Et on termine avec peut-être une note plus gaie, la vidéo bonus. Effectivement, c'est à la découverte de Jamani Johnson, le basketteur qui fait le buzz actuellement aux États-Unis. Il est dans un club, dans Harlem Globetrotters. Je dis bien, il mesure 1,35 m. Regardez.
Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il a dit. Voilà, une note positive. Merci Mamadou Ndiaye. Merci beaucoup, mon frère. Merci à toute l'équipe technique amenée par Vieux Diouf, au son Papsila, Tonkara, nos caméramans très courageux ce soir, Alun Diagne, Khadim Sissé. Merci à Mor pour l'installation. Merci à Mandion également, aux régisseurs Doudou Sow. Excellente soirée et à lundi prochain, Inch'Allah. Au revoir.